La séance est reprise. J'ai la tristesse de vous apprendre le décès de Denis Pellerin. J'ai eu la chance d'être son externe. Un homme exigeant, mais avec une dextérité et un enseignement exceptionnel. Et donc, je vous propose de faire une minute de silence, d'autant plus que je vous rappelle que nous sommes ici grâce à lui, puisqu'il y a 30 ans exactement, il a transféré l'Académie de chirurgie de la rue de Seine dans cet amphithéâtre. Merci beaucoup. Nous avons également un éloge à faire de M. Jean Minet, qui était médecin général inspecteur, et donc par le général Georges Casanova, qui va nous faire son éloge. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général et chers collègues, le médecin général inspecteur Jean Minet vient de nous quitter. C'était une belle et grande figure du service de santé des armées, comme vous le verrez. Il était un membre de notre compagnie. Il l'a été pendant de très nombreuses années. Il a beaucoup participé aux séances de l'Académie. Il s'était fait aussi de nombreuses et profondes amitiés. Je ne citerai pas tous les noms, j'en retiendrai 4. C'est Claude Kennedy, Jacques Barbier, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, et plus précisément Jean Nathalie et Pierre Vert. Jean Minet est né en 1926, il est décédé en octobre 2023, et sa vie qui a été très bien remplie, il est peut-être difficile de la résumer en quelques mots, c'est ce que je vais essayer de faire. Ce qui est caractéristique de cet homme, c'est qu'il avait une grande nécessité en lui de vouloir aider son prochain. Et je crois que ça a été très important dans sa vie. Et son prochain, en plus, c'était le soldat blessé au service de la France. Et cette dernière mission a sûrement occupé une grande partie de la deuxième partie de sa vie. Si on veut schématiser, on va peut-être retenir un peu artificiellement 3 aspects de sa vie, de sa carrière. C'est que c'était un homme d'engagement, un homme de mission. C'était un chirurgien qui a fait école. Et c'était enfin un chef admiré et respecté. L'homme de mission et d'engagement, il l'a toujours prouvé pour sa carrière. Je prendrai 2 petits exemples. Le premier, c'est lorsqu'il était tout jeune médecin-lieutenant, où il servait dans le cadre de la Légion, du 3e régiment étranger d'infanterie, où grâce à son action, il a permis le sauvetage de blessés qui ne pouvaient pas encore être évacués pour des raisons tactiques. Et pour cela, il a été cité à l'ordre de la division. Et alors plus tard, en 1985, il a demandé à être le chef de la cellule chirurgicale de l'émir lorsque cette organisation cette formation a été déployée dans l'extrême nord du Cameroun, lorsqu'affluaient les blessés des combats du Tchad. Mais tout ça ne s'empêchait pas d'être un homme extrêmement humain, qui aimait beaucoup le contact avec ses semblables. Et on le voyait très, très bien dans son contact avec ses patients, parce qu'il passait beaucoup de temps à donner des explications très complètes. Il ne mesurait pas son temps. Il était de très grand dévouement, et ses patients s'en souvenaient longtemps après. Cette volonté d'être en contact avec autrui, d'aider autrui, il l'a démontré aussi plus tard, étant à la retraite, où il avait pris la direction la présidence du conseil d'administration de la fondation Jean Lachu. Sur le plan de la chirurgie, il a eu plusieurs affectations chirurgicales, mais surtout, il a été le patron du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Bégin,
Et à cette occasion, il a pu développer un certain nombre de choses dont je vais vous parler. Et il a passé l'agrégation de Val-de-Grâce. Il s'est vu confier la chaire de chirurgie d'armée, c'est-à-dire la chaire qui était spécialisée dans la réparation secondaire des lésions graves liées aux projectiles. Il aimait d'ailleurs passionnément enseigner aux jeunes. Il s'occupait très directement d'eux et il le faisait de façon très particulière vis-à-vis des élèves de l'école, vis-à-vis des assistants dont il dirigeait la carrière, auquel il ne mesurait pas ses conseils, parfois aussi ses critiques assez acerbes. Mais enfin, tout le monde était très reconnaissant de son action et les assistants allaient souvent dans son bureau, sa porte était toujours ouverte pour pouvoir discuter avec lui. Les internes, bien, un grand nombre d'entre eux, au terme de leur service militaire, ont contracté un engagement d'1 an avec l'armée pour pouvoir rester dans le service de M. Minet. Alors, sur le plan de la chirurgie, bien, comme beaucoup de gens orientés vers la chirurgie de l'appareil locomoteur, Jean Minet était très intéressé par les lésions traumatiques, par leurs séquelles, fractures, pseudarthrose et surtout infectées. Il s'était intéressé aussi à la chirurgie prothétique des grosses articulations et déjà le début des réinterventions. Il avait même initié l'utilisation de l'arthroscope dans le service, alors qu'à ce moment-là, sur le plan de la technique et de la technologie de l'arthroscopie, on se disposait, pour ceux qui l'ont connu, que de l'arthroscope de Watanabe, qui est un instrument tout à fait rudimentaire. Mais ce qui est le plus marquant dans sa carrière chirurgicale, c'est qu'au travers de son expérience, il a voulu transposer à la chirurgie de guerre le concept de la fixation externe. Il a imaginé, conçu, dessiné de multiples fois, je le vois encore faire ça, un fixateur qui était qui sera le fixateur externe du service de santé des armées, qu'il a expérimenté sur le plan biomécanique, qu'il a fait produire aussi, ce qui n'était pas une chose facile. Il a fait ça avec la collaboration de Jean-Paul Mervet sur l'hôpital Sainte-Anne à Toulon. Et il a obtenu un appareil simple. Il le voulait simple pour répondre à 2 impératifs. Le premier, c'est qu'on puisse utiliser ce fixateur, je ne dis pas dans l'extrême urgence, mais très proche du moment de la blessure, et que ce fixateur puisse être utilisé avec quelques modifications pour les traitements secondaires qui venaient par la suite et ne pas gêner ces traitements secondaires, c'est-à-dire les greffes cutanées, les greffes d'os, les lambeaux et tout ce qui venait par la suite. Et je pense qu'il a parfaitement réussi dans cette recherche et dans cette mise au point. Il avait mis au point aussi une tactique d'utilisation, comment l'utiliser dans l'urgence, comment l'utiliser pour les traitements secondaires, comment passer de l'un à l'autre. Et il avait organisé un cours spécialement consacré à cette technique. Je crois que ceci doit être présent à l'esprit de beaucoup d'orthopédistes qui ont fait de la grosse traumatologie. Parce que, et bien évidemment, vous le savez, que les lésions osseuses les lésions osseuses en chirurgie de guerre sont en général très graves du fait de la lésion osseuse elle-même, du fait des lésions des parties molles et de la couverture. Des lésions qui sont fréquentes et qui sont graves. Enfin, Jean Minet a été un chef admiré, respecté. C'était un homme d'une personnalité indiscutable, d'une autorité naturelle. Il aimait bien la discussion d'ailleurs, hein, mais il y avait une autorité naturelle indiscutable. Il parlait de façon très précise, très nette. Ses exposés, dans leurs conclusions, ne laissaient aucune ambiguïté sur la conduite à tenir. Vous voyez, tout ça fait que ceux qui travaillaient proche de lui ont trouvé tout à fait normal que, par la suite, il soit désigné comme directeur central du service de santé des armées, poste qu'il a occupé quelques années et où il a beaucoup travaillé pour l'amélioration des conditions de travail de nos camarades. Par la suite, on n'a pas été étonné non plus de le voir accéder au Conseil d'État. Jean Minet était
entre autres, commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de la valeur militaire. Il était membre de l'Académie nationale de médecine, membre de l'Académie nationale de chirurgie. Et j'ajouterai, je ne sais pas si c'est un titre, mais il était corrézien d'origine et il était corrézien de cœur, ça je peux vous l'affirmer. Je pense que ce n'était pas tout à fait indépendant des liens qui le rapprochaient de Pierre Vert. Voilà ce que je voulais vous dire de Jean Minet, assez rapidement. Vous voyez qu'avec sa disparition, l'école du Val-de-Grâce perd une personnalité marquante. Beaucoup de chirurgiens perdent un mentor très, très attentif à leur perfectionnement et à leur carrière, et beaucoup perdent un ami. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Casanova. Et c'est vrai que le fixateur des armées, on en a tous mis, ou tout au moins moi j'en ai mis. Et c'était à la fois facile d'installation, de stabilité, très stable. On pouvait presque les remettre en charge rapidement. Et ça a été une véritable nouveauté par rapport à ce qu'on avait eu antérieurement quand même. Ça a été... bon, alors maintenant, il y a l'orthofixe qui a évolué, mais ça a été quand même une charnière au niveau à la fois de la mise en place pendant les urgences et la mise en place dans le suivi, parce qu'on n'avait pas besoin de changer, ce qui était quand même une nouveauté. Oui, professeur Casanova. Avec un micro, parce que sinon, ils ne vont pas entendre. J'ajouterais que c'était aussi un matériel très peu onéreux. Oui, tout à fait. Et ça avait été important dans la conception, de façon à ce qu'on puisse, et on l'a fait d'ailleurs, le distribuer à des armées qui avaient besoin d'utiliser la fixation externe. Il n'y avait pas que dans les armées. Hein, en Picardie, on mettait que ça. Hein, donc, merci beaucoup. C'est toujours important d'avoir la voix de nos grands maîtres. Je vais passer la parole à notre secrétaire perpétuel parce que nous avons un grand projet. Le projet Saint-Côme, le retour à Saint-Côme, c'est-à-dire dans la coupole d'origine de Louis XV. Et donc, il y a des engagements financiers, il y a des engagements juridiques qui ont été pris au niveau du conseil d'administration qui vient d'avoir lieu. Et je me demandais au professeur Joannet de les exposer. En fait, donc, le conseil d'administration a effectivement délibéré pendant 2h30 ce matin sur le projet Saint-Côme. C'est l'AG, l'Assemblée générale de l'Académie, qui est souveraine et qui statuera sur ces points proposés par le conseil d'administration mercredi prochain. Donc, tous les académiciens seront amenés à voter pour arrêter les choix de l'Académie dans ce domaine vis-à-vis de la régie immobilière de la ville de Paris et de la mairie de Paris, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de la communauté des chirurgiens. Je rappelle que l'amphithéâtre Saint-Côme a été construit par les propres deniers des chirurgiens en 1694, 1697, et que cet amphithéâtre se libère du fait du départ de Sorbonne Nouvelle, qui n'était pas une faculté de médecine, et que cet endroit doit être réinvesti en 2026. L'Académie doit donc prendre des décisions pour réinvestir, si j'ose dire, ce lieu historique. Donc, je vous invite tous à participer, que ce soit en présentiel ou en distanciel, à l'Assemblée générale de mercredi prochain. Voilà pour les informations. Décision Assemblée générale historique. Et donc, il faut effectivement qu'on ait le quorum, tout simplement. Sinon, il faut une AG. Oui, d'accord, mais ça sera encore mieux d'avoir le quorum de la première fois. Monsieur le secrétaire perpétuel, est-ce que vous pouvez nous faire le résumé de la communication de la semaine dernière? Alors, la séance de mercredi dernier était consacrée à la chirurgie essentielle et solidaire, modérée par Bernard Garin et Daniel Tallard. Bernard Garin a présenté la chirurgie essentielle, définition, état des lieux, comment améliorer et où améliorer la collaboration Nord-Sud. Elle concerne des gestes de sauvetage, le plus souvent en urgence, pour mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel dans les zones de précarité.
90% des 400 000 décès par urgence obstétricale ou chirurgicale pourraient être évités par la chirurgie. 57 pays dans le monde ont une densité insuffisante de personnel de santé, dont 36 en Afrique subsaharienne, liés à l'exode rural et à l'émigration des médecins, ainsi que liés à la forte croissance démographique. Dans 11 pays d'Afrique subsaharienne, plus d'un tiers des médecins exercent à l'étranger, jusqu'à 63% pour les médecins originaires de Guinée équatoriale. 5 milliards de patients n'ont pas accès à une chirurgie sûre et abordable. Daniel Tallard, bilan de 10 ans de formation à la chirurgie cystoscopique dans les pays africains, expérience de chirurgie solidaire. Il s'agit de former à la cystoscopie des formateurs pour qu'ils deviennent autonomes à la demande des pays où les patients ont financièrement accès aux soins. L'inventaire du matériel, le manuel, le débriefing et le e-learning ont permis de former chirurgiens et anesthésistes au Cap-Vert, au Mali, en Éthiopie et à Madagascar. Réunir les conditions pour un exercice pérenne. François Lagautrière, cystoscopie et coopération en humanitaire, état des lieux à venir et perspectives. Les situations sont très variables selon les pays ou les niveaux d'établissement. Le compagnonnage reste essentiel. La cystoscopie diagnostique garde sa place. Choisir les bonnes cibles. Rémi Houdard, chirurgie solidaire dans un hôpital loco-régional à Madagascar par les médecins de l'océan Indien. 81 missions multidisciplinaires ont été menées depuis 1990 pour soigner plus de 500 000 patients. 2 missions avec 55 participants durent 3 semaines de mission chaque année, dans un hôpital loco-régional comportant 2 salles d'opération, des radios simples, une biologie de base et des générateurs électriques. Tout le matériel est apporté dans 2 camions avec échographie et endoscope. Beaucoup de chirurgies classiques, y compris lourdes, sans prothèse, peuvent être réalisées. Une prise en charge gratuite pour des patients qui n'auraient pu être opérés. Juan Carlos Rivera de Strasbourg, collaboration avec un hôpital pour enfants en Équateur. Depuis 2015, chaque année, 40 enfants sont opérés de malformations congénitales de la main, essentiellement des syndactylies, lors d'une session d'1 semaine à Guayaquil. Le suivi est assuré par le même chirurgien local, chef de service. Les internes et les chirurgiens plastiques locaux installés en privé assistent aux opérations. L'intérêt d'une activité suivie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce résumé complet.